Belgique une fois. Ça va s'entendre tout de suite avec ça. Bon, merci bien, M. Lamont, pour votre présentation. Il y a un point que vous n'avez pas abordé qui est lié à l'eau et au climat, la question des courants marins. Donc c'est lié à l'eau forcément. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, l'évolution du climat sur les courants marins et inversement, etc. Alors je peux en dire pour ce que j'en connais, parce que c'est encore, on n'est pas encore absolument certain de tout. Le Gulf Stream, par exemple, hein, on en a besoin du Gulf Stream, notamment on aurait la température de Montréal. Alors le Gulf Stream, c'est que vous avez des eaux chaudes. Les eaux chaudes, elles remontent parce qu'elles sont plus légères, elles montent jusqu'au pôle Nord, et là elles se refroidissent, et l'eau froide a une densité supérieure. Donc, elles s'enfoncent, elles sont salées, hein, elles s'enfoncent, et hop, elles retournent et font le tour de la Terre. Et c'est cette courant-là qui fait le Gulf Stream qui nous fait des hivers agréables. Mais avec le changement climatique, les glaces fondent de plus en plus dans le nord. Là. Et donc ces glaces arrivent avec de l'eau qui n'est pas salée, c'est de l'eau douce qui arrive. Et à ce moment-là, on a peur que les eaux qui arrivent des sargasses, les eaux du Gulf Stream, on a peur qu'elles ne s'enfoncent pas, qu'elles ne s'enfoncent plus. Et là, à ce moment-là, ça serait embêtant quand même pour le climat de l'Europe. Bon, on a constaté un ralentissement du courant. On appelle ça thermohaline, la circulation thermohaline. Et c'est le grand convoyeur. Bon, mais pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Alors je ne vais pas ajouter aux frayeurs de ce que j'ai dit d'horrible, mais en effet, on a du mal à suivre les courants. C'est très lié aussi à la MINA et au NINO, c'est-à-dire le fait que le sens de la circulation des courants dans le Pacifique s'inverse. Mais pour tout vous dire, je crois que pour l'instant, les météorologues sont bien embêtés, ils ne savent absolument pas avec certitude ce que ça va devenir. Et c'est surtout parce qu'on ne sait pas, sur le changement climatique, on a déjà vu ça. Quoi. Donc on ne sait pas exactement. On a peur, on s'inquiète, on suit, on essaie de vérifier. Ça pourrait aussi avoir un effet sur la capacité d'absorption en CO2 de l'eau de mer. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié à la chaleur. C'est-à-dire que pour l'instant, le CO2 que l'on envoie dans l'air, il y en a la moitié qui est récupérée par l'océan et par la végétation. Et par les roches. Parce que c'est le frottement. C'est au contact du CO2 qu'il se fait bouffer ou je ne sais quoi. Mais c'est seulement la moitié. Hein. Le reste est là pour toujours. Donc voilà, je ne sais pas si l'océan plus chaud dissout plus de CO2. À la limite, oui, ça paraît plausible. Deuxième question ici. Oui, bonjour. Vous avez évoqué que l'eau devenait un bien mondial. Ouais. Parce que, bon, j'avais tendance à considérer que c'était un problème régional et que c'était à chacun de se débrouiller, quoi. Enfin, quitte à passer des accords avec les pays voisins, naturellement. Mais ça devient donc un problème passionnant, quoi. Et est-ce que vous pourriez nous dire où on en est de la réflexion sur ce thème-là? Est-ce qu'on va vers un mouvement, un GIEC de l'eau? Est-ce qu'on va vers justement des redevances sur l'eau de la tomate, enfin la chèvre du Portugal? Où en est-on de ces réflexions? C'est énorme comme sujet. Oui, c'est magnifique. On avait réussi en 2015 à la fois l'accord de Paris sur le climat et à la fois les objectifs de développement durable des Nations Unies, dans lequel il y a l'objectif sur l'eau, qui est le numéro 6. Et donc, on pensait qu'on allait toujours vers le mieux et le plus de coopération. Et puis, patatras, en ce moment, le multilatéralisme souffle, hein, parce que chez chacun fait le choix maintenant. Alors, il y a eu le retour de Biden, c'est mieux que Trump, mais bon, jusqu'aux élections, on verra, quoi. Donc, c'est très difficile. Les États-Unis, les pays qui ont beaucoup d'eau, Canada, lac, tout ça, ils n'aiment pas partager. C'est ceux qui en ont le plus, à la limite, qui ont envie de le partager. Maintenant, les États-Unis, c'est un peu spécial parce que les États-Unis, toute la partie ouest des États-Unis souffre d'une sécheresse historique. Et les
États-Unis, et notamment le Midwest, c'est-à-dire que c'est un peu le grenier du monde hein, pour le grain de blé, leur aquifère qui s'appelle Olagala, je ne sais pas, un cadre indien, il a perdu déjà 8 mètres. Donc les États-Unis, ils vont commencer à faire gaffe. Et ils ont commencé à avoir peur parce que les grands lacs ne se remplissent que très doucement, très lentement. Donc voilà, ils ne sont pas très partageux. Le Rio Grande et le Colorado, quand il arrive au Mexique, il n'y a plus d'eau. Donc le pauvre Mexique, voilà. Donc voilà, donc la guerre de l'eau n'est pas encore enclenchée, elle n'est pas encore chaude, mais ça chauffe quand même. Et regardez, c'est pareil pour la Turquie, pour Chypre. Donc Chypre, ils ont fait un aqueduc, sous-marin, mais ils ne partagent pas avec la partie grecque, etc. Donc il y a du boulot. Pour ceux que ça passionne, il y a du boulot. Une question ici, je précise, Jean Poitou, président de notre conseil scientifique et climatologue de son état. Ah bah alors là, c'est lui qui va vous apprendre. Voilà, et donc je voulais juste apporter un petit élément de réponse concernant les courants, le Gulf Stream, et ce que vous avez dit, la comparaison du climat de Montréal et effectivement à nous. Il est clair que Montréal se trouve sur le côté ouest du continent. Donc, on est dans une zone de latitude où les vents viennent de l'ouest. Donc Montréal, c'est un endroit extrêmement continental. Donc il est normal que le climat soit très différent du nôtre. Alors pour ce qui est du ralentissement des courants, on a constaté effectivement, on semble avoir bien constaté maintenant qu'il y a un ralentissement du Gulf Stream. Les dernières publications sur le sujet semblent indiquer que ce ralentissement, il n'a pas débuté il y a 10 ans ou il y a 20 ans, il a débuté il y a plus d'un siècle. Donc il ne serait pas lié au réchauffement. Le réchauffement a commencé depuis un siècle. Oui, lentement. Il s'est accéléré dans les années 70. Et le dernier point, effectivement, si l'océan se réchauffe, sa capacité à absorber le CO2 diminue ou va diminuer. D'abord parce que l'océan plus chaud dissout moins de CO2 et ensuite parce que le plancton, le phytoplancton, qui joue un rôle important dans la fixation de l'océan, va lui-même moins se développer parce qu'il est bien à température pas trop chaude. Ah bien. Voilà. Donc en fait, c'est toujours pire. Il semblerait que le fait que, comme il descend, la théorie descend plus bas, on vers les couches froides. Donc cet effet-là entraîne est bon pour capter le CO2 en fait, parce qu'on descend beaucoup plus bas vers les couches froides. Donc si on arrête en fait cette circulation, on ne descend plus le CO2. Car moi, il y a non seulement la température, mais il y a aussi l'effet de. Oui, qui avait une question? Oui, on a évoqué tout. Ouais. On savait que. On savait que c'était une mauvaise question. Oui, on a évoqué pour les pays qui sont en grand stress hydrique des solutions de désalinisation. Malgré les volumes d'eau considérables qui sont concernés de l'eau de mer, est-ce qu'on a une idée un peu des études d'impact que pourrait avoir cette désalinisation si elle était à très grande échelle sur l'océan et les cycles naturels par rapport au climat? Oui, le dessalement, c'est pas totalement neutre. Parce que d'abord, il faut que l'eau utilisée pour le dessalement soit impeccable, propre. Donc, la question de la prise d'eau pose problème. Souvent, même, ils vont même sous le sable, quelquefois, pour avoir un premier filtrage par le sable des plages ou je ne sais quoi. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de bestioles qui entrent. Donc, comment ça s'appelle quand on enlève sur un bateau là? Anti-fouling. Ah, on a une puissance cette association. Et bien, l'anti-fouling, il y a des spécialistes en anti-fouling pour empêcher les bestioles d'entrer dans la prise. Bon, donc il y a des saloperies chimiques. Bon, à part ça, c'est pas extraordinairement impactant, puisque le sel, sans le sel, où va-t-on mettre le sel dans la mer? Voilà,
évidemment, il y a des sursaluts locales qui sont préjudiciables au milieu marin. Mais l'un dans l'autre, ce qu'on a depuis dans la mer, on remet pour nous. À la limite, c'est pas extrêmement grave. Le seul problème du dessalement, c'est que ça coûte cher en énergie. Et ensuite, une fois que tu as fait ton usine de dessalement, en général, c'est pour un réseau derrière qui doit s'en servir. C'est rarement pour le petit village. Mais même, il y a des Français qui ont fait des petits dessaleurs solaires qui sont tout à fait remarquables. Ça devrait pouvoir marcher aussi parce qu'on les a mis à Bora Bora et on les a mis à Diego Garcia. Ça marche pas mal. C'est M. Vernier. C'est lui qu'il faut que vous invitiez. Vernier, c'est le tournesol de l'écologie. C'est incroyable. C'est lui qui a fait les premières pompes à pied dans le Sahel pour sortir de l'eau. C'est lui qui a fait les éoliennes rabattables pour éviter les cyclones. Et là, c'est lui qui fait le dessaleur solaire. C'est l'ami du jour Romain. C'est M. Vernier. Ah, il faut le faire venir. Vernier, oui. Vernier, c'est ET à la fin. Jacques. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Les questions au fond? Bon, un ingénieur première langue de nucléaire et deuxième langue hydraulique. J'avais une question sur les eaux grises. Est-ce que ça vous paraît normal de mettre de l'eau potable ou de l'eau minérale dans votre chasse de WC? Par contre, si on fait deux réseaux, en urbain, etc., ça va coûter énormément. Alors également un deuxième volet, bon ça c'est les investissements et autres, mais c'est le prix de l'eau. Le prix de l'eau, il est fixé par le retraitement. On pourrait également récupérer nos eaux de pluie, etc. Mais ça veut dire qu'il faudrait en retraiter plus que celles qui seraient fournies. C'est-à-dire qu'on déséquilibre le marché et le prix de l'eau. Alors ça, c'est plutôt chez nous. Vous aviez un raisonnement mondial. Là, c'est plutôt un problème européen, français ou de pays tempérés. Mais cet aspect-là, est-ce qu'on ne doit pas se préparer en termes de... Là, on vient de traverser l'écoquartier de Confluence. Je ne sais pas s'il y a deux réseaux d'eau. Alors, l'ancien maire que je suis a doublé ça. C'était les réseaux d'eau usée. Je l'ai doublé avec un réseau d'eau pluviale pour éviter que les pluies fassent déborder le réseau d'eau. Ça m'a coûté cher. Voilà. Ça, c'est fait. Oui. Mais bon, j'ai également utilisé l'eau de la station d'épuration avec un traitement tertiaire pour enlever les bactéries. Et j'ai utilisé pour arroser les espaces verts de la commune. Je peux vous dire les emmerdes que j'ai eues avec le service de la santé. Je ne voulais pas en entendre parler. Ah non, vous ne pouvez arroser qu'à 6 h du matin et encore ras du sol. Enfin, bon, non, c'est pas... Enfin, donc, il va falloir réutiliser les eaux usées. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la nouvelle frontière de la politique de l'eau. Réutilisation des eaux usées partout dans le monde, et en France en particulier. Je vous signale qu'un pays comme Israël récupère, je crois, 80% de ses eaux usées. Et il y a une ville qui est complètement en avance sur toutes les autres, c'est Singapour. 100% des eaux sont réutilisées. Et alors, c'est des Français qui font, c'est l'éolien, tout ce qu'ils faisaient des trucs, également des membranes. Ils ont les moyens de payer là-bas. Et quand vous visitez le pays, ils vous offrent un verre d'eau. Alors, le verre d'eau, c'est... Voilà, mais ils mélangent avec l'eau de pluie. Et évidemment, vous avez raison sur les eaux de pluie. Bon, il faudrait les récupérer. Et à la limite, au Japon, ils récupèrent des eaux de pluie pour les toilettes. Donc, effectivement, il y a 1000 éco-tactiques qu'on pourrait utiliser. Hein, voilà, l'eau des toits, etc. Comme de toute manière, on est d'accord maintenant de plus en plus en France pour revégétaliser ou végétaliser les toits, de toute manière, c'est bien d'utiliser l'eau pour les végétaux du toit qui vont rafraîchir, qui vont évaporer. Tout ça, c'est de la bonne politique. Bon, mais la réutilisation des eaux usées, oui, c'est indispensable. Comment c'était? J'ai un copain qui est maire qui dit « Pas une goutte d'eau qui tombe sur ma commune ne doit en sortir. » Non mais bon, c'était pas mal comme slogan. Dis-moi, je vais te poser une question. Est-ce bien raisonnable d'organiser des Jeux asiatiques en plein désert? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? D'abord, il ne fallait pas l'accepter. C'est pas plus malin que d'envoyer de la soupe à la tomate sur Van Gogh. Hein, donc,
fluctuation de l'air saturé en humidité, avec des températures au-delà de 35 degrés. Le corps humain ne peut pas transpirer à cette température quand l'air est saturé. Et donc, rester 3 heures dehors, on meurt. On meurt. Et donc, la question de savoir comment ils ont fait le stade pour le foot au Qatar, je ne sais pas comment ils ont fait. Maintenant, il paraît que c'est climatisé. C'est énorme, climatisé. Je vais encore regarder ces questions. D'abord, quand vous voulez recycler l'eau usée, vous allez généralement la passer sur des systèmes ce sont des systèmes qui sont très coûteux en énergie et très coûteux tout court. Il semble que la région parisienne veuille faire ça maintenant, et à mon avis, ça va représenter un peu le marteau-pilon pour écraser une bouche. Et c'est assez dangereux de faire des gaspillages comme ça. Le deuxième problème, c'est la dessalination. La dessalination solaire est très problématique parce qu'il faut évaporer l'eau, ce qui nécessite beaucoup plus d'énergie que des dessalinations de type osmotique. Le résultat, c'est que vous avez des installations qui ne marcheront que quand il y aura du soleil, qui nécessitent des investissements importants. Le résultat, c'est que les pays qui veulent se produire en dessalination, ils ne font pas tellement d'essalination solaire, soit ils utilisent du gaz ou du pétrole comme l'Arabie Saoudite, par exemple, soit ils utilisent la dessalination qui est encore la méthode la plus économique en énergie. Donc, il faut se méfier des solutions de ça. C'est ça ce que je veux dire. Oui, mais en même temps, quand il faut de l'eau, il faut de l'eau. Alors, de toute manière, la pression, le système osmotique, c'est celui qui l'emporte en ce moment. Partout, c'est celui qui l'emporte. C'est le problème des membranes. Maintenant, on a une industrie moderne des membranes incroyable qui se développe. L'énergie que tu mets dedans. Oui, c'est de mieux en mieux le rapport. Oui, c'est un petit peu, c'est de façon très générale en rapport avec la prévision météo. Bon, j'ai l'impression que les prévisions sont de plus en plus instables et de plus en plus imprévisibles. Et ce qui est embêtant alors qu'on va vers une période à risque sur le plan météo. Les météorologues, par exemple, ils sortent d'un coup de froid. Ils sont incapables. Les orages, ils n'arrivent pas. C'est trop localisé. Oui, les météorologues sont embêtés en ce moment. C'est pas possible. Tu parles des gouttes froides, mais il y a aussi les dômes chauds. On a vu. Le sirocco. Le sirocco, c'est pas nouveau. Mais... Ça. Merci. Oui, moi je voudrais poser une question plus politique. Vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de faire du stockage qui coule de source, évidemment, quand on a des sécheresses et des pluies diluviennes qui vont directement à l'eau. Or, il semblerait bien que la réglementation européenne et française qui en découle soit finalement ne favorise absolument pas la création de nouveaux stockages. Et ça me semble quand même extrêmement problématique parce que faire des nouveaux stockages, c'est faire des nouveaux barrages, etc., ça demande beaucoup de temps. Et donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. J'en pense que le meilleur stockage, c'est le rechargement des nappes phréatiques. C'est le meilleur stockage parce que ça ne s'évapore pas. Et donc, il y a déjà, dans la région parisienne, le SIAP et l'autre rechargent les nappes phréatiques avec l'eau artificiellement. nettoyée. Oui, artificiellement. Donc, bon, je pense qu'on ne peut pas être contre tout stockage comme ça, ni pour tout stockage. On est d'accord. C'est une question au cas par cas, regardons, voyons comment on peut faire, voyons le mieux possible et essayons de discuter. Alors, il y a des écolos purs et durs qui voudraient entendre, et puis il y a des gens qui veulent faire du maïs sans rien entendre. Non, mais on est d'accord. Bon, essayons de voir si on ne peut pas se mettre un peu d'accord, autour de la table. Merci, Sébastien Richer. Je voulais vous poser une question sur ce sujet également. Le gouvernement réduit de facteur 3 à peu près 3 à 4 le nombre de marques existées qui rechargeaient une nappe phréatique et qui stockaient de l'eau. Que pensez-vous de
finalement c'est une façon d'éviter les crues et ainsi de suite. Absolument. Vous avez absolument raison. Moi, je suis breton, donc je peux vous dire que pendant un certain nombre d'années, on a donné de l'argent aux agriculteurs pour qu'ils arrachent les haies. Et maintenant, depuis quelques temps, on leur donne autant d'argent pour qu'ils les remettent. Bon, voilà, si vous voulez, ce qui a été très frappant quand on a arraché les haies, par exemple, Quimper, la crue descend 4 fois plus vite quand il n'y a plus de haies. L'eau descend beaucoup plus vite et inonde. Tandis que si vous avez des haies, des arbres et tout ça, ça retient l'eau. Ça la pompe, ça la retient, ça la stocke. Donc voilà, vous avez parfaitement raison, mais je crois qu'on est revenu sur ces herbes. Y a-t-il d'autres questions? Je sens que maintenant vous avez tous aimé l'eau, hein, vous aimez l'eau, même sans whisky. Hein, sont toutes oui, mais on n'ose pas poser de questions. Pourtant, je suis sûr que vous en avez. Allez. Un petit effort. Joseph, en attendant, allez, préparez vos questions. Oui, c'est un peu connexe au point que vous avez abordé là. L'agriculture est une grande utilisatrice d'eau. Elle peut modifier les sols. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la politique agricole commune dans un sens justement de sauver ou de ménager la ressource en eau et le faire au niveau d'un territoire comme l'Europe, de façon à positionner au bon endroit les cultures qui consommeront le moins d'eau plutôt que d'aller faire des trucs qui assèchent complètement des zones entières, alors que si on le faisait ailleurs, ça serait moins pénalisant. Sans doute, oui. Maintenant, faites-le. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas agriculteur, donc je me méfie, je ne donne pas de leçons d'agriculteur. Je ne sais pas, on peut faire un effet, certainement. On voit bien qu'on mange trop de viande. Alors, en même temps, la vache, le bœuf, etc., c'est formidable, ça transforme de l'herbe en produit utilisable par l'homme, alors qu'on ne mange pas d'herbe, on n'y arrivera pas. Donc, si vous voulez, il y a des avantages. Ensuite, ça fait du fumier, et donc ça remplace les engrais que si on ne veut pas mettre dans rien, on a du fumier, etc. Donc, les gens qui sont 100% contre ceci ou 100% pour ça, je pense qu'ils ont tort. Donc, vous avez raison. Travaillons avec les agriculteurs, travaillons avec l'INRA, essayons de voir quelles sont les plantes qui consomment le moins d'eau, et comment on peut faire. Est-ce qu'il y a déjà, on voit bien que pour l'arrosage, il y a maintenant de plus en plus d'argumentation. Pour les forages, on a foré n'importe comment, et comme ça, avec des tuyauteries qui étaient mal foutues, et donc on polluait les nappes avec de l'eau qui rentrait dedans, enfin bon, etc. Il faut faire, c'est une ressource précieuse. Et voilà, la Bretagne, par exemple, avant, on avait l'habitude en Bretagne de penser qu'il y avait trop d'eau là-dedans. C'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Parce qu'il n'y a pas de nappe en Bretagne. Il n'y a pas de nappe. C'est du granit, etc. Et deux kilogrammes, ça s'en va tout de suite. Donc maintenant, on commence à se rendre compte que ce n'est pas si simple. Bon, voilà. Excusez-moi, donc il faut faire des stockages. Oui, peut-être faire des stockages. Vous avez mettre le stockage en Bretagne? Moi, je ne sais pas le dire, j'ai pas de compétences. Pas si simple, pas si simple. Allez, encore une autre question. Mesdemoiselles, et même si vous n'avez pas de questions, est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous réagissez par rapport à ça? Parce qu'on a échangé quelques mots tout à l'heure. Vous êtes dans des formations qui sont concernées par tous ces sujets. Donc, est-ce que c'est un domaine que vous découvrez? Vous vous rendez compte qu'il y a des tas de gens qui se posent des tas de questions, mais c'est finalement vous qui allez nous aider à les résoudre. Comment vous réagissez par rapport à ça? Osez, hein, on est entre nous. Vous voulez dire toutes les bêtises? C'était un piège, ça marche. Pour ma part, moi, je suis un peu étonnée qu'il y ait si peu de jeunes, de personnes de notre âge, parce que c'est surtout un problème qui nous concerne finalement, qui concerne cette génération. Et on voit que avec tous les problèmes
c'est la première ressource de l'homme. Et si on n'a plus d'eau, on n'a plus de vie. Et de voir tout ce que vous énoncez, ça montre qu'aujourd'hui c'est devenu vraiment un problème de première importance. Et si jamais on ne réagit pas rapidement, on ne sait pas ce que le futur peut nous réserver. Alors là, comme vous l'avez dit, c'est une question de rassemblement entre peut-être des politiques, et notamment les politiques de l'agriculture, et essayer de trouver des alternatives pour qu'on puisse fonctionner d'une manière plus éco-responsable et justement pouvoir préserver l'eau qui est notre première ressource en fait. Entièrement d'accord. Donc, vous vous étonnez qu'il y a moins de jeunes que de personnes d'expérience. C'est très admirable de voir autant de personnes qui ont, parce que c'est vous qui nous donnez toutes les connaissances finalement. Et on apprend un petit peu grâce aux personnes qui nous enseignent. Et le fait de venir dans ce genre de conférence, ça permet de nous donner une première, de nombreuses impressions et de voir à peu près comment vous l'avez perçu vous et comment nous on le perçoit finalement en parallèle. Et c'est vachement intéressant. Bon, écoutez, merci beaucoup d'abord. Il se trouve que j'ai été ministre. Donc, j'ai été ministre de l'Environnement. Et j'étais avec un Premier ministre que vous ne connaissez pas parce qu'il est mort malheureusement, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Michel Rocard. Et qui était disons qu'il y avait des gens qui voulaient qu'il soit président de la République à la place de Mitterrand. Bon, mais c'est Mitterrand qui a gagné, donc c'est pas grave, et donc Rocard a été Premier ministre, il m'a pris comme ministre. Et il m'a dit, on va faire une loi sur l'eau. Parce qu'il y avait la sécheresse juste avant, et donc j'ai travaillé pour faire une loi sur l'eau, et je me suis aperçu qu'en France on était assez bon pour gérer l'eau sur des bassins, mais on ne s'occupait pas du tout du fleuve et du cours d'eau. Le cours d'eau était complètement oublié. Et notamment parce qu'il y avait le cours d'eau, il faisait les limites des départements, l'Aude, etc. Et donc chaque département se disait, c'est l'autre qui s'en occupe. Donc personne ne s'en occupait. Et donc dans la loi, on s'occupe un peu plus des cours d'eau et on a planifié. On a fait ce qu'on appelle des SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Voilà. Et donc c'était ça la principale innovation, parce qu'il faut planifier, il faut organiser le partage de l'eau. Et on a dit que l'eau était un bien commun, un bien commun de la nation, et que ça ne pouvait pas être approprié, mais qu'il fallait organiser la gestion et le partage. Donc si vous voulez, ça m'a toujours passionné la question de l'eau. Et ça avait commencé parce que à l'époque c'était un gars qui s'appelait Carignon. Oui, bon, mais à l'époque il était ministre, c'était la cohabitation, et il y a eu un accident à Sandoz, l'accident à Bâle. Il y a une usine chimique qui a brûlé, les pompiers sont arrêtés pour arroser, pour éteindre le feu. Simplement, ils n'ont pas fait gaffe que l'eau pour éteindre le feu, elle est allée dans la main avec toutes les saloperies de l'usine chimique. Résultat, paf, le Rhin est mort, les anguilles, tout, c'était catastrophique. Mais évidemment, comme c'est de l'eau qui coule, le bouchon polluant est allé jusqu'à Rotterdam. Mais ensuite, Carignon m'a dit, est-ce que vous voulez, il m'aimait bien, est-ce que vous voulez évaluer les dommages? Et c'est là que j'ai appris énormément de choses sur l'eau, notamment sur le Rhin. C'est tordant le Rhin. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Alsace ici. Ouais. Alors, c'est bien. Le Rhin, il y a un ingénieur au 19e siècle, à l'époque de Napoléon, il s'appelait Tula. C'était un Valois, un Allemand. Et il s'est mis en tête de rectifier le cours du Rhin. Parce qu'il y avait trop de. Parce qu'à l'époque, le Rhin, il faisait n'importe quoi. Un jour, il était en France, il mettait un village en France, le lendemain, il mettait le village en Allemagne, c'était n'importe quoi. Il changeait d'île tout le temps. Vous vous rendez compte, pour un fleuve se comporter aussi mal que changer d'île tout le temps, comme ça? Bon, résultat,